Un enfant riche s'est moqué de sa professeure noire devant toute la classe. Mais ce qu'elle a fait ensuite, personne ne l'a vu venir, pas même lui. Qui lit encore ces trucs? La voix venait du fond de la classe, forte, sarcastique, beaucoup trop à l'aise pour quelqu'un qui venait tout juste d'arriver dans cette école. Madame Nain Caldwell s'arrêta au milieu de sa phrase, la craie toujours en main, et leva les yeux du tableau. C'était Preston Cavanaugh, saisissant, suffisant, les bras croisés sur un sweat à capuche à $300, affalé sur sa chaise, comme s'il avait acheté l'établissement, et ne faisait que vérifier son investissement. Quelques élèves rirent, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était Preston, et Preston était nouveau, riche, blanc, et clairement habitué à ce que les gens rient quand il ouvrait la bouche. Preston éleva la voix et imita un accent sudiste épais, son accent. Et alors le petit esclave a dit « Oui, monsieur, j'allais te ramasser ce coton bien vite, monsieur. » Il se plia en deux de rire comme s'il venait de tuer sur scène. Quelques élèves rirent à nouveau, cette fois nerveusement. Madame Caldwell ne dit rien. Elle resta immobile comme une statue, sauf ses yeux. Ses yeux étaient en feu, pas de rage, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit tomber la classe dans un silence total en quelques secondes. Pas de cris, pas de livres claqués, ni de renvoi au bureau. Elle se retourna simplement, marcha vers son bureau, prit un cahier, cliqua un stylo et dit « Preston ». Son nom flotta dans la pièce comme une plume, mais atterrit avec le poids d'une brique. « Tu resteras après les cours aujourd'hui. » Il sourit, suffisant. « Pourquoi faire ?» Elle leva les yeux, souriant à peine. « Pour commencer ton devoir. » La classe échangea des regards confus. Il n'y avait pas de devoir, du moins pas un qu'elle leur avait annoncé. Mais personne ne posa de questions. Pas quand Madame Caldwell utilisait cette voix. C'était le genre de voix qui ne mendiait pas l'attention, elle la commandait. Pas par le volume, mais par la certitude. Preston haussa les épaules. Peu importe. Mais quelque chose dans sa voix se fêla. À peine, comme s'il n'avait pas autant de contrôle sur la classe qu'il le croyait. La sonnerie retentit 10 minutes plus tard. Tout le monde s'empressa de partir, les sacs à dos fermés, les baskets crissant sur le carrelage. Les regards étaient partout sauf sur Preston. Il resta assis, la regardant, attendant le sermon, attendant qu'elle abatte le marteau. Au lieu de cela, elle ouvrit le tiroir du haut et en sortit un dossier simple, sans marque, sans étiquette, juste du carton manille, usé par le temps. Elle le glissa vers lui sur le bureau. « Tu l'ouvriras chez toi, pas avant, et tu reviendras demain avec ta réponse. » Il plissa les yeux. « Réponse à quoi ?» Elle ne cligna pas des yeux. « Ah, si tu veux continuer à faire semblant, ou si tu es prête à apprendre quelque chose de vrai. » Il eut un rire bref. « Madame, j'ai été dans 3 écoles différentes cette année. Vous pensez que je n'ai pas vu la réalité? » « Tu as vu de l'argent, » dit-elle, sa voix toujours douce, « pas la vérité. » Le dossier était là entre eux comme un fil sous tension. Preston ne le toucha pas, il se pencha en arrière, la défiant du regard, attendant qu'elle cède. Mais elle ne céda jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, Preston Cavanaugh n'eut pas de réplique. Mais avant qu'il ne décide de jeter le dossier à la poubelle ou de l'ouvrir vraiment, il allait apprendre à quel point Madame Caldwell était sérieuse et jusqu'où elle était prête à aller pour lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Preston n'ouvrit pas le dossier cette nuit-là. Il le jeta sur son bureau en marbre, dans sa chambre surdimensionnée à Buckhead, en Géorgie, où les lumières s'éteignaient par télécommande et où sa PS5 était sous un téléviseur de 75 pouces
qu'il utilisait à peine. Il scrolla sur son téléphone, regarda une demi-vidéo et la mit en sourdine. Puis il fixa le dossier, toujours là, intact, silencieux, attendant. À minuit, il arpentait la pièce. Pas par peur, du moins c'est ce qu'il se disait. Il ne pouvait juste pas s'empêcher de penser à son visage. Ce calme, cette assurance, comment elle n'avait même pas tressailli quand il s'était moqué d'elle. Il avait vu des profs pleurer, crier, devenir rouges et dépasser. Madame Caldwell n'avait pas transpiré une goutte, et ça l'agaçait. Le lendemain, il arriva tôt. Pas pour s'excuser, ni même pour parler. Il voulait juste observer, voir le genre de sort que cette femme jetait sur le reste de l'école, car clairement, il l'aimait. Elle marchait dans les couloirs et les élèves la saluaient, comme une célébrité, pas par peur, mais par respect. Les terminales lui tapotaient le poing, les secondes lui souriaient et faisaient de signes, et chaque prof qui passait lui faisait un signe de tête. Un vrai, pas faux. Il s'assit au fond de sa classe à nouveau, les bras croisés. Cette fois, elle ne l'interrogea pas, ne le reconnut pas, continua juste à enseigner comme s'il faisait partie des meubles. Et le plus étrange, c'est que le cours n'était pas mauvais. Il lisait les âmes du peuple noir de B. Dubois. Mais elle ne parlait pas juste du livre, mais des gens derrière, du contexte, de l'histoire, de l'humanité. Et les élèves étaient captivés. Preston remarqua qu'un gars, Jérôme, il croyait que c'était son nom, se penchait en avant comme suspendu à chaque mot. C'est là qu'il comprit. Ce n'était pas juste un cours, c'était sa salle, son espace, ses règles. Et d'une certaine manière, même sans élever la voix, elle dirigeait comme un patron. Il resta après les cours à nouveau, le dossier toujours intact dans son sac. Madame Caldwell ne demanda rien. À la place, elle lui tendit une enveloppe. « Ceci, dit-elle, est ta prochaine étape, si tu es sérieux. J'ai même pas regardé le premier. C'est ton choix. C'est un jeu pour toi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Non, c'est du travail. Le genre de travail que tu n'as jamais eu à faire parce que des gens comme moi l'ont fait pour toi. » Il n'y avait pas de malice dans sa voix, juste des faits. Cette nuit-là, Preston ouvrit enfin le dossier. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Un vieil homme dans un costume usé, assis sur un banc de bus. En dessous, un seul nom, Hollis Dent. Au dos, une ligne. Trouve-le. Écoute, pas de téléphone, pas d'enregistrement. Juste toi, un cahier et des oreilles, enfin ouvertes. Mais Preston n'était pas prêt pour ce que M. Hollis Dent allait lui dire, ni pour comment ça le frapperait plus fort que n'importe quelle punition. Preston parla à peine pendant les 3 heures de trajet jusqu'à Birmingham. Son père lui avait proposé le jet privé, même la Bentley. Preston refusa. Il prit le Greyhound. Il voulait du calme, de la distance, et peut-être, au fond, ne pas être vu. Il arriva un peu après 10 heures, le soleil déjà dur sur les marches de pierre de l'Institut des droits civiques de Birmingham. Un garde de sécurité lui indiqua une entrée latérale. Quelqu'un l'attendait clairement. À l'intérieur, l'air était frais, silencieux, lourd. Chaque couloir murmurait des histoires. Chaque photo sur le mur semblait le regarder en retour. Il retrouva Madame Caldwell près de l'entrée de l'exposition principale. Elle était habillée simplement. Jean, t-shirt bleu uni et sac en bandoulière. Pas de clipboard, pas de cahier, juste elle. « Tu es là ?» dit-elle. Preston hocha la tête. « Je suis là. Ce n'est pas une visite guidée, ce n'est pas une sortie scolaire, pas de crédit supplémentaire, pas de notes. Je comprends. » Elle le regarda une fois de haut en bas, puis commença à marcher. Preston la suivit.
Ils passèrent devant la porte originale de la prison de Birmingham, celle qui avait enfermé Martin Luther King Jr. quand il écrivit « Lettre de la prison de Birmingham ». L'air semblait épais. Ils s'arrêtèrent devant une vitrine contenant une chaussure d'église brûlée. Une seule chaussure. Madame Caldwell ne dit rien. Preston lut la plaque en dessous. Appartenait à Addie Mae Collins, l'une des 4 filles tuées dans l'attentat de l'église baptiste de la 16e rue le 15 septembre 1973. Il la fixa. Pas parce que c'était choquant, mais parce que c'était petit, de la taille d'un enfant, déchiré à la semelle, couverte de suie. Ça ne ressemblait pas à quelque chose qui devrait porter du chagrin, mais c'était le cas. « Elle avait quel âge ?» demanda Preston doucement. « 14 ans. » Il détourna le regard. Ils continuèrent. Plus d'expositions, plus de noms. Emmett Till, Viola Liuzzo, Medgar Evers, Bayard Rustin. Chaque nom venait avec une photo, une voix, un corps, une histoire. « C'est de ça dont tu t'es moqué, » dit Madame Caldwell. « Pas dur, pas en colère, juste honnête. » Preston le sentit dans sa gorge. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Tu ne voulais pas savoir. » Ils entrèrent dans la galerie du mouvement. Des murs remplis d'images de canons à eau, frappant des foules, de chiens policiers attaquant, de manifestants à terre, du sang sur le pavé. Puis une vidéo, une femme noire plus âgée parlant à la caméra. Preston la regarda. Elle parlait d'avoir essayé d'inscrire son fils dans une école réservée aux Blancs en 1961, de marcher devant des foules moqueuses, de tenir la main de son enfant pendant qu'on leur crachait dessus. Preston se tourna vers Madame Caldwell. « C'était toi ?» Elle hocha la tête. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit à la classe ?»« Parce qu'ils n'ont pas besoin de connaître mon traumatisme pour comprendre la vérité. Mais toi, tu avais besoin de le voir. » Ils restèrent silencieux. Et pour la première fois depuis son arrivée, Preston ne jouait pas, n'était pas sarcastique, n'était pas détaché. Il écoutait. Elle lui tendit un petit carnet, ligné, vierge. « Qu'est-ce que c'est ? Commence à écrire. N'importe quoi. Tout. Réaction, question, mensonge que tu t'es raconté, chose que tu n'as jamais remise en question jusqu'à maintenant. » Il le tint comme s'il pouvait se briser. « Je n'ai jamais fait ça avant. C'est pour ça que tu en as besoin. » Ils s'assirent ensemble dans la cour après, sans parler. Elle sirota du thé dans un thermos. Il ouvrit le carnet et fixa la page. Finalement, il écrivit « Je pensais que l'histoire était ennuyeuse parce qu'elle ne parlait pas de moi. Mais peut-être que si. Peut-être qu'elle l'a toujours été. Je ne voulais juste pas voir comment. » Il ne le lui montra pas. Pas encore. Dans le bus du retour, Preston regarda par la fenêtre, pas son téléphone, pas son reflet, mais le monde, différent maintenant. Un graffiti sur un pont, une fresque de John Lewis sur un mur de briques, une rue portant le nom de quelqu'un qu'il n'avait jamais remarqué. Il ouvrit le carnet à nouveau et écrivit 3 pages de plus avant même que le bus ne quitte l'Alabama. Ce lundi-là, il entra en classe 5 minutes en avance. Il demanda s'il pouvait lire quelque chose à voix haute. La classe se tut. Même Madame Caldwell inclina la tête. Preston se leva, sortit son carnet et lut. « Je pensais être meilleur que les gens dont on lisait les histoires, parce que j'avais de l'argent, parce que j'avais des options. Mais maintenant, je vois qu'ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils étaient la leçon. Et j'étais trop orgueilleux pour l'apprendre. » Personne ne dit un mot. Pas parce qu'il s'en fichait, mais parce que, pour une fois, lui s'en souciait. Mais Preston n'avait pas fini. Ce qu'il allait dire ensuite, devant toute la classe,
transformerait ce silence en quelque chose d'inoubliable. Vendredi matin, la classe de Madame Caldwell était pleine avant la première sonnerie. Même des élèves qui n'étaient pas dans son cours étaient venus tôt, adossés au mur, chuchotant. Tout le monde avait entendu ce que Preston Cavanaugh allait faire. Il se tint devant la classe, une feuille pliée dans une main, son carnet dans l'autre. Pas de diapositive, pas d'intro sophistiquée, juste lui, devant des gens qui, une semaine plus tôt, n'attendèrent de lui qu'une remarque sarcastique. « Je n'ai pas écrit une dissertation, dit-il. J'ai écrit autre chose. » Madame Caldwell était assise à son bureau, les mains jointes, observant, ne jugeant pas, juste présente. Il regarda autour de lui. « Quand je suis arrivé dans cette école, je pensais vous faire une faveur. Je pensais que école publique voulait dire facile, prof mou, blague qui ne me ferait pas renvoyer. Mais j'ai rencontré Madame Caldwell. Elle n'a pas crié, ne m'a pas puni. Elle m'a invité. Elle m'a donné une chance d'entendre des voix que j'ignorais, des gens à qui je n'aurais jamais parlé, des histoires que je n'aurais pas pris la peine d'apprendre. » Il fit une pause. La classe était immobile. Même les plus bruyants se turent. M. Hollisdent m'a regardé et m'a raconté le jour où il a arrêté de manifester parce qu'un flic lui avait cassé les côtes avec une matraque. Et il m'a dit « Ça, c'est l'histoire, pas celle des livres, celle qu'on vit, celle qu'on saigne. » À l'Institut, j'ai vu une chaussure d'église brûlée qui appartenait à une fille de 14 ans. Et j'ai compris quelque chose. La blague que j'ai faite sur les esclaves n'était pas une blague. C'était moi qui prouvais à quel point je connaissais peu le monde. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur d'admettre que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Mais Madame Caldwell m'a fait regarder. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Il leva les yeux. Je pensais que le pouvoir, c'était être plus bruyant que les autres. Mais ce n'est pas ça. Le vrai pouvoir, c'est écouter et laisser ça te changer. Il plia la feuille, la rangea dans son carnet et s'assit. Personne n'applaudit. Pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il n'était pas prêt à briser le moment. Madame Caldwell se leva, marcha lentement devant. Elle regarda la classe, pas lui. « Ce que vous venez de voir, dit-elle, c'est de la croissance, pas de la perfection, pas de la rédemption, juste un pas, et parfois, ça suffit. » Puis elle se tourna vers Preston. Sa voix était calme. « Tu nous as montré qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais maintenant vient la partie difficile. » Il incline la tête. « Laquelle ? » ?»« Le vivre. » Elle retourna au tableau et commença la leçon du jour, comme si rien ne s'était passé. Mais certains le regardaient différemment maintenant. Pas comme le gosse riche avec de l'attitude, mais comme quelqu'un qui avait enfin fermé sa gueule assez longtemps pour écouter. Après la dernière sonnerie, quand les couloirs se vidèrent, Preston eut une dernière chose à dire. Cette fois, face à face, juste lui et Madame Caldwell. Elle effaçait le tableau lentement et méthodiquement comme toujours. Il s'approche de son bureau, carnet en main. « Tu as fait ce que j'ai demandé, » dit-elle sans lever les yeux. « Ça compte. »« Je ne suis pas venu pour des points, » répondit-il. « Je suis venu pour dire merci. » Elle s'assit, joignant les mains. C'était courageux. Il secoua la tête. « Non, c'était tard. Ça aurait dû venir plus tôt. On t'a élevé en te faisant croire que tu avais fini d'apprendre. » Il la regarda, sérieux. « Je n'ai pas fini. Je le sais maintenant. » Elle eut un petit sourire. « Alors tu es en avance sur la plupart des adultes que je connais. » Il y eut un silence. Pas gêné, pas lourd, juste réel. Preston sortit une feuille pelle de son carnet et la posa sur son bureau. C'était la photo du journal « Elle a 17 ans » avec ses lunettes. En dessous, il avait écrit
Merci d'avoir lutté pour une salle de classe qui puisse contenir à la fois la vérité et la grâce. » Madame Caldwell prit le papier, le lut lentement, le plia soigneusement et le regarda dans les yeux. « Tu as encore beaucoup de travail à faire. »« Je sais. Et tout le monde ne te pardonnera pas aussi vite que cette classe. Je ne m'y attends pas. »« Bien. » Elle se leva, alla à la fenêtre, regarda le parking où les élèves montaient dans leur voiture Seldon pour le week-end. Puis, sans se retourner, elle dit « Gagne-le, Preston, par ta vie, pas juste tes mots. » Il ne répondit rien. Il hocha juste la tête, tourna les talons et partit. Cette fois, les 2 pieds sur terre. Parce que les meilleures excuses ne se disent pas, elles se vivent. Et parfois, la personne qui t'apprend le plus n'est pas celle qui te crie dessus, mais celle qui refuse de baisser ses standards juste pour te mettre à l'aise.